Raphaël Guatteo, toujours de Nantes, va nous présenter l'utilisation d'un chatbot conversationnel dans une phase de préparation à un TD de boiterie sur bovin. Donc on change d'espèce, on change aussi d'approche avec du virtuel, mais on reste centré sur l'apprenant. Donc Raphaël Guatteo, je suis enseignant-chercheur à Oniris et le travail que je vais vous présenter a fait l'objet, enfin le support d'un travail de thèse vétérinaire d'un étudiant, enfin maintenant d'un confrère qui s'appelle Victor Martin. Et j'ai associé également à la présentation les ingénieurs pédagogiques de la société Ascovet, Marie Petit notamment, qui nous a aidé notamment dans l'élaboration de ce chatbot conversationnel. Je vais vous expliquer après, une fois que vous verrez la présentation un peu plus avant, quels sont les détails de cette présentation, mais en tout cas, cette idée a germé en moi parce que j'ai aidé Ascovet dans l'élaboration d'un chatbot conversationnel pour traiter d'aspects relatifs à la sensibilisation à la douleur des animaux et notamment des animaux d'élevage vis-à-vis des éleveurs et des vétérinaires. Et du coup, quand j'ai vu la portée potentielle et la puissance, ouais, encore une fois, potentielle du dispositif, je me suis dit qu'il était intéressant de la tester avec nos étudiants. Donc, pour vous présenter donc rapidement le contexte et les objectifs, donc sur la diapositive suivante, le constat que moi je fais en tout cas, et puis c'est corroboré par les enquêtes sociaux qu'on peut trouver dans la littérature, c'est qu'en tout cas la génération actuelle qu'on a de nos étudiantes, c'est une génération qui est peu habituée aux contraintes et qui du coup a peut-être encore plus que d'autres générations un ennui qui vient très rapidement, notamment pendant les séances de cours, hein, quelles qu'elles soient, et elles sont habituées à avoir des sollicitations permanentes. Et on s'est même rendu compte que le fait de, par exemple, les priver de leur smartphone, c'est quelque chose qui générait beaucoup plus de stress que ça n'apportait de quiétude dans nos séances d'enseignement. De ce fait, ils ont une attention qui est très limitée. Je pense que de toute façon, ça c'est pour tous les apprenants. On a plein de publications qui démontrent qu'une heure de cours déjà c'est trop. Donc pour eux, on voit déjà que, en tout cas, quand on regarde les études récentes, au bout de 12 à 18 minutes au maximum, leur attention elle est déjà complètement partie ailleurs. Et le côté un peu contradictoire, c'est qu'on a un socle de connaissances qui est en augmentation constante par rapport à ne serait-ce qu'il y a 5 ans et encore plus 15 ou 20 ans. Ils ont de ce fait aussi un sentiment de pouvoir être multitâche. Alors là, je serais peut-être un peu plus critique sur le fait qu'ils le soient vraiment. En tout cas, ils aiment bien ouvrir plusieurs tâches en même temps. Et puis, ils ont également besoin de bienveillance et de ludique parce que je pense que c'est ce qu'ils rencontrent en fait dans leur enseignement depuis le plus jeune âge. Donc en fait, ils ne comprennent pas que brutalement on puisse passer sur quelque chose qui serait plus, on va dire, contraignant. Et puis, dernier élément et pas des moindres, bien évidemment, c'est une génération digital native hein, qui est née presque avec un smartphone dans les mains ou presque en tout cas. Donc du coup, l'intérêt du micro-learning que je vais vous présenter après m'est paru assez évident. Et du coup, sur la diapositive suivante, peut-être aussi vous expliquer ce qui a rendu pour moi l'intérêt de ce chatbot évident, c'est qu'ils ont un temps de travail disponible, nos étudiants, qui devient une denrée rare, à la fois parce que leur emploi du temps est chargé, et puis bon bah par rapport peut-être à certaines personnes que je vois par vidéo dans l'assemblée, bon peut-être que l'assiduité entre guillemets dans les cours à notre époque était sans doute un peu moindre, la diversité des activités qui leur étaient proposées, qui nous étaient proposées aussi. Des fois, on passait peut-être plus de temps en prophylaxie que sur les bancs de l'école. Toujours est-il que voilà, les étudiants nous rapportent des temps de travail personnel en moyenne dans la semaine qui peuvent même presque doubler en période de révision et qui rendent difficile le fait de leur donner des séquences supplémentaires ou des opportunités d'apprendre lorsqu'elles sont très chronophages. Et tout ça, ça peut aboutir bien évidemment à une forme de détresse ou de souffrance psychologique hein, que plusieurs études récentes nous démontrent. Du coup, sur l'animation suivante, vous expliquez encore une fois le fonctionnement de cette génération qui est habituée au format court. Hein, 12 minutes, je vous dis, c'est la concentration maximum durant un cours magistral, pas en études vétérinaires, hein, pour des étudiants de cet âge-là, de cette génération. Ils aiment pouvoir consulter les informations sur demande, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on leur apprend depuis la primaire et le collège. Et puis, ils sont assez affines au fait d'utiliser de nouveaux outils. Et du coup, animation suivante, il nous est paru évident que voilà, leurs attentes qui étaient de la bienveillance, la prise en compte de leur avis aussi, c'est quelque chose de très important, qu'ils puissent donner du feedback et l'impression d'être proactif. Tout ça m'a fait dire que ce chatbot pouvait être une opportunité. Donc, du coup, sur la diapositive suivante, j'ai décidé de vous présenter du coup quels étaient les objectifs pour nous de l'étude. C'était donc d'évaluer un nouvel outil pédagogique, en l'occurrence un chatbot conversationnel, qui nous semblait être adapté à la génération Z. Alors nous, on l'a évalué sur
un projet particulier qui était la pathologie locomotrice chez les bovins, mais je doute pas que les résultats eussent été similaires avec d'autres espèces ou d'autres objets d'application. Un des critères forts pour moi dans le cahier des charges, c'est que ça n'augmente pas, en tout cas pas de façon significative, la charge de travail. Donc, que ça puisse quelque part s'insérer dans leur vie au quotidien, quand ils sont dans le bus, quand ils sont dans le tram, quand ils sont sur une pause assez courte, et puis qu'ils soient efficaces. D'où l'idée, je pense que c'est pour ça aussi qu'on avait échangé avec Dan au départ, l'idée c'était vraiment de pouvoir aller jusqu'à l'évaluation de ces dispositifs dans un cadre, on va dire, un peu scientifique, type cas témoin. Donc, du coup, pour vous expliquer comment ça marche sur les diapositives suivantes, je vais vous expliquer voilà quel est le principe d'un micro-apprentissage avant de vous expliquer le principe de notre chatbot. L'objectif d'un micro-apprentissage, en fait, il est quintuple. La première, c'est bien évidemment qu'on enseigne à un apprenant, ça semble logique dans un apprentissage, mais ce qui le caractérise vraiment, c'est une durée courte, environ 5, 7, 10 minutes grand maximum, justement pour lutter contre le manque d'attention, de réaliser ces séquences de façon autonome, c'est-à-dire que l'apprenant peut décider du moment qui lui semble le plus opportun dans son quotidien, compte tenu de ses contraintes pour faire cet enseignement-là, qu'il soit supervisé également entièrement pendant chaque séance, donc qu'il y ait du feedback, une autonomie mais supervisée, et puis surtout, et ça c'est très important notamment pour permettre de fixer l'apprentissage, qu'on ait un retour presque instantané. Donc on comprend bien que finalement un phénomène de conversation pourrait répondre à ça. Donc du coup, sur les diapositives suivantes, je vais vous expliquer ou vous réexpliquer finalement, pour celles et ceux qui sont pas affines avec cette notion, qu'est-ce que c'est qu'un chatbot. Donc sur la diapositive suivante, je vous le résume très simplement. Qu'est-ce que c'est qu'un chatbot? C'est un programme informatique qui simule une conversation humaine avec des choix de réponses qui sont limités ou ouverts et où les réponses s'adaptent en fonction à la fois des besoins des apprenants, donc ce besoin de bienveillance. On peut mettre des feedbacks qui sont bienveillants, que la réponse soit bonne ou mauvaise. Et puis, c'est bien évidemment basé sur des nouveaux dispositifs technologiques. Donc, pour ça, je vous disais, on s'est associé avec la société Ascovet, qui a déjà un Doug, une offre commerciale en place, un chatbot conversationnel qui s'appelle Doug, qu'ils ont déjà pu déployer sur différents thèmes avec différents publics, que ce soit pour du RSE en entreprise, que ce soit des messages à destination des vétérinaires, à destination des ASV, donc un public vraiment très divers. Donc, on est ravis d'avoir pu bénéficier de leur expérience là-dessus sur l'accompagnement, et je voulais profiter de cette présentation pour remercier chaudement Marion, la créatrice de la société Ascovet, et puis Marie, l'ingénieure pédagogique, qui nous a suivis pendant ce projet. Et on fait un travail remarquable. Du coup, sur la diapositive suivante, je vais vous expliquer le déroulé, comment on a mis en place ce Doug, et puis je finirai bien évidemment par les résultats. Donc, sur la diapositive suivante, vous allez voir le système qu'on a utilisé. Donc, on a utilisé une méthode assez classique en pédagogie, qui est la méthode ADDIE. Donc, on a d'abord analysé le besoin, ensuite défini la stratégie d'apprentissage qui nous semblait la plus pertinente. On a ensuite développé le scénario pédagogique sous forme de carte mentale, ce qui se prête bien également finalement à la construction, j'allais dire, architecturale du chatbot conversationnel. Ensuite, on l'a mis en œuvre, donc on l'a implémenté, et puis finalement, bien évidemment, on l'a évalué. Et avant de passer à la diapositive suivante, je pense que quelque chose qui est peut-être important aussi pour nous à prendre en compte, et je pense que c'est totalement conforme à ce que Anne a présenté avant, et puis ce que vous avez également ensuite dans la suite de l'après-midi, c'est que je pense qu'une erreur qu'il faudrait pas faire avec nos étudiants, c'est de rester vraiment sur des méthodes pédagogiques pour passer plutôt à des méthodes qu'on pourrait appeler andragogiques. Même si nos étudiants restent des élèves, ça n'en est pas moins vraiment alors des adolescents très âgés ou des adultes très jeunes, mais en tout cas, sans doute que les méthodes qui conviennent à des collégiens et des lycéens, il faut les voir sans doute complètement différemment, de les rendre beaucoup plus autonomes et beaucoup plus acteurs de leur formation qui est censée être professionnalisante. Du coup, sur la diapositive suivante, je vais vous expliquer comment on a analysé le besoin. En fait, on a mis en œuvre un sondage auprès des étudiants. Alors, comme on avait obtenu, nous, une réussite à un appel à projet pédagogique en interne au sein du département, on l'a circonscrit dans nos domaines d'enseignement liés aux animaux d'élevage. On a posé comme question aux étudiants quelles étaient les difficultés qu'ils avaient, quelles étaient leurs demandes particulières. Vous voyez que c'était plutôt des mises en situation, des choses relativement synthétiques. Et concernant les thèmes, il y avait deux thèmes qui se dégageaient. Des thèmes en parasitologie, parce que les étudiants nous avaient écho de plutôt de grandes difficultés d'apprentissage en parasitologie. Et dans un second temps, plutôt la pathologie locomotrice a été, on va dire, plébiscitée par les étudiants. C'était surtout la parasitologie en numéro un. Mais on avait une collègue à ce moment-là qui était en congé maternité, donc on s'est retranché, entre guillemets, sur la pathologie locomotrice, où c'est vrai qu'on a beaucoup de domaines assez complexes à expliquer aux étudiants. Du coup, sur la diapositive suivante, je vais vous expliquer rapidement comment on a décidé de définir ce Doug. Donc, Doug, c'est le nom du chatbot conversationnel.
On a décidé de l'implémenter, de le mettre en œuvre sur 5 séquences autonomes de 5 minutes par jour. L'idée étant que les étudiants le fassent la semaine précédant le TD, hein, le travail dirigé spécifique lié à ces maladies-là. Donc voilà, du lundi au vendredi. En amont d'une séance de TD, comme je vous disais. Le support qui nous a servi, en tout cas, auquel était associé ce chatbot conversationnel, c'était notre polycopier de pathologie locomotrice des ruminants, qui est un polycopier effectivement assez dense, parce qu'il y a à la fois des éléments de sémiologie, de pathogénie, et puis l'ensemble des monographies des maladies. Et puis le DOO, c'était, pour nous, pour l'intérêt de ce DOO, c'était vraiment qu'il soit réalisable en distanciel, à tout moment par les étudiants, en asynchrone, et ils pouvaient décider, à partir du moment où ils s'inscrivaient, du moment de la journée, où ils allaient recevoir le lien pour aller se rendre sur la journée 1, la journée 2, la journée 3, jusqu'à la journée 5. Sur la diapositive suivante, je vais vous expliquer également comment on a défini l'échantillon. Donc, comme j'étais dans une volonté de vouloir évaluer un peu de façon rigoureuse, on va dire, l'efficacité de ce dispositif, donc on s'est basé sur une promotion d'étudiants de VET3, hein, qui sont ceux qui disposent de cet enseignement de pathologie locomotrice. Donc, quand on cumule l'ensemble des étudiants, des redoublants, etc., on était un peu plus de 170 élèves, comme vous le voyez. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré au sort la moitié des élèves qui devaient normalement obligatoirement suivre ce chatbot, une autre moitié qui ne le suivait pas, donc j'allais dire qui était business as usual, comme on fait les autres années. Mais comme vous le voyez dans le tableau du bas de cette diapositive, on a fait l'hypothèse dès le départ que peut-être tous les étudiants qui devaient suivre ce DOUG ne le suivraient pas. Vous allez voir dans les diapositives suivantes qu'on a eu raison de faire cette hypothèse. Donc, ce qui fait qu'on faisait l'hypothèse a priori de 3 populations, ce qu'on a appelé la population DOUG complet, donc ceux qui non seulement devaient faire ce chatbot, mais l'avaient suivi du début à la fin. Ceux qu'on a appelés DOUG partiels, qui devaient le faire, mais qui ne l'ont pas fait, ou en tout cas qui n'ont pas réalisé dans l'entièreté, et puis ceux qui n'ont pas fait le DOUG du tout. Voilà, donc ça, c'était nos 3 populations. Sur la diapositive suivante, vous allez voir également comment on a défini nos objectifs. Donc, nos objectifs, comme l'idée c'était de pouvoir comparer l'efficacité du dispositif et qu'on avait un groupe qui ne faisait pas ce chatbot conversationnel, on ne pouvait pas non plus fixer des objectifs qui étaient très différents de ceux du support du polycopier. Donc, on est resté sur des compétences générales opérationnelles, voilà, avec des objectifs globaux par journée, hein, donc de J1 à J5. Pour faire simple, chaque journée abordait un chapitre différent du polycopier et était vraiment superposé aux objectifs d'enseignement qu'on donne aux étudiants en vue de l'examen. Et sur la diapositive suivante, du coup, vous allez voir quel est un peu le principe du développement de ces scénarios pédagogiques et surtout de la bienveillance et de l'adaptabilité. Donc, vous voyez que on commence par une première question qui, peu importe, hein, qui est très générique. Selon toi, quelle est la bonne réponse parmi les 3, A, B ou C? Sachant que A est la bonne. S'il répond positivement à A, vous voyez qu'il y a du renforcement. Bravo, c'est effectivement la bonne réponse. Il y avait également des emojis, etc., des choses avec lesquelles ils sont assez familiers. Et si l'étudiant donnait une des 2 mauvaises réponses, la réponse B et C, l'idée n'était pas d'être trop punitif, voilà, plutôt de le renvoyer vers la bonne réponse et d'expliquer pourquoi. Toujours pareil, de donner du feedback et puis après de synthétiser pour passer au suivant. Alors du coup, j'espère que ça va marcher. Sur la diapositive suivante, Dan, si tu peux passer, normalement, en allant en bas de cette diapositive, tu devrais pouvoir déclencher une vidéo. Tu devrais avoir une petite barre de lecture, voilà, si tu vas sur le... Voilà, et donc vous allez voir en fait la progression de ce qui se passe au quotidien. Là, par exemple, vous avez une vidéo, hein, c'est un des intérêts de ce chatbot. Vous pouvez tout à fait donner du contenu en iconographie. Associé à cette vidéo, vous voyez que un texte apparaît avec des questions. Qu'est-ce que tu as remarqué là-dessus? Est-ce que c'est le rythme de la marche qui est irrégulier, la longueur de la foulée, le port de tête? L'étudiant, du coup, peut choisir les réponses. Et puis, à partir du moment où il nous donne certaines réponses, alors là, il faut laisser le temps également au chatbot d'interpréter. Et bien là, du coup, la discussion se poursuit. Toujours pareil, certaines des réponses étaient bonnes, d'autres ne l'étaient pas. Donc, du coup, on renforce en disant c'est bien joué pour cette bonne réponse. Pour l'autre, effectivement, c'était un peu plus subtil. Et puis, une dernière qui permet de synthétiser et d'avoir l'ensemble des bonnes réponses. Donc, c'est exactement comme ça que ça fonctionne sur le smartphone. Voilà, on finit par un dernier message qui est positif. Je pense qu'à présent, voilà, tu as quelques clés en main pour mieux suspecter une boiterie. Et puis, quelque chose d'important aussi dans ces systèmes-là, des fois, on se dit en 5 à 7 minutes, on n'a pas le temps de donner grand-chose comme information. Donc, on a la possibilité, en dernière discussion, j'allais dire, de laisser la possibilité à l'étudiant de télécharger un matériel supplémentaire. Ça peut être un article, un lien vers un podcast, un lien vers une vidéo, peu importe. Mais en tout cas, il y a la possibilité pour ceux qui veulent d'aller chercher du contenu supplémentaire. Sur la diapositive suivante, ça sera exactement pareil, avec la possibilité également de regarder la vidéo, Dan, si tu veux. Voilà. Donc, en passant
plutôt la diapositive suivante. Là, tu as dû retourner sur la même. Voilà. Donc là, très bien. Voilà. Ici, effectivement, donc vous voyez, donc toujours pareil. Là, on se met plutôt dans le cadre d'un cas clinique avec un veau qui a des difficultés, l'éleveur qui décrit un veau avec le dos courbé, etc. On lui demande à quel syndrome cela peut être associé. On est dans le cas de la pathologie locomotrice, notamment la carence en vitamine sélénium, à la maladie du RAID, pour ceux qui n'ont plus fait de bovins depuis longtemps, où les souvenirs datent depuis l'école. Voilà, on explique que c'est bien cette maladie-là, mais que c'est pas ce syndrome-là. Ensuite, on lui demande également de se placer par rapport à un diagnostic différentiel. Donc ça, complètement, ça nous permet d'être vraiment en accord avec nos objectifs d'apprentissage. L'étudiant peut sélectionner plusieurs solutions. Et puis, on lui dit, bah voilà, quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises réponses. Donc, c'est vraiment un outil qui est extrêmement intuitif et avec lesquels les étudiants sont relativement affines. Et si vous avez essayé de contacter votre assurance ou votre banque ces derniers temps, de toute façon, vous avez toujours un chatbot qui vous parle et qui vous demande effectivement s'il peut vous rendre service et à la fin, si vous avez bien trouvé la réponse à votre question. Et donc, du coup, sur la diapositive suivante, et puis on va pouvoir aller du coup sur les résultats, et bien sur l'évaluation, parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, comme je vous le disais, comme était notre hypothèse initiale, tous les étudiants, alors qu'ils devaient le faire, ne l'ont pas fait, puisque 70% seulement des étudiants qui avaient été tirés au sort pour le faire se sont inscrits. Et parmi tous les étudiants qui devaient le faire, 45% seulement l'ont réalisé entièrement. Donc ça interroge effectivement sur l'engagement. Alors, nous, on était déçus, mais finalement, la société Ascovet nous a dit, en fait, quand on compare à deux autres doubles qu'on a fait récemment, que vous avez dans ce tableau-là, donc un qui traitait du biome en général et un autre qui était sur de la vermifugation, notamment à destination des ASV, finalement, vous voyez que le pourcentage d'engagement, j'allais dire, global était plutôt dans la fourchette haute. Donc, elles nous ont dit, on comprend que tu sois déçu, Raphaël, mais c'est pas si mauvais que ça. Sur la diapositive suivante, ce qui était, je pense, le plus intéressant pour les étudiants, c'était finalement les résultats. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on faisait au TD après ce chatbot, après ce Doug? On distribuait aux étudiants un questionnaire qui était noté sur 20. D'accord? Donc, vous voyez ici les notes de l'échantillon témoin, donc qui n'avait pas fait le Doug. Donc, vous voyez que les notes sont pas fameuses, on est aux alentours de 7 sur 20. Voilà, d'autant plus pour ceux qui n'avaient pas fait le Doug. Hein. Pour ceux qui l'avaient fait partiellement, vous voyez que les notes étaient un peu meilleures, et pour ceux qui l'avaient fait complètement, les notes étaient meilleures et étaient significativement différentes. Et donc finalement, quand on remettait ensemble à la fois ceux tirés au sort qui ne l'avaient pas fait et ceux qui ne l'avaient pas fait, versus ceux qui l'avaient vraiment fait jusqu'au bout, vous voyez qu'on avait un différentiel de plus de 3 points et qui était significatif. Donc ce qui est très intéressant, on vient néanmoins de noter qu'un tiers des étudiants qui l'avaient fait complètement n'avaient tout de même pas eu la moyenne. Donc en fait, on n'est pas non plus sur quelque chose qui révolutionne les performances et l'acquisition des connaissances, mais on voit là très clairement une différence significative liée à l'utilisation de ce robot conversationnel. Du coup, sur la diapositive suivante, vous allez voir une autre façon de mesurer l'effet de ça, c'est de mesurer ce qu'on appelle la puissance du test de Student, et ça nous donne une taille de l'effet qui, dans le cadre de notre étude, était de 1,25, et une façon d'évaluer finalement la puissance d'une méthode pédagogique. Alors, ce test de Student, il est parfois discuté dans la littérature, mais en tout cas, c'est un des tests qu'on retrouve assez facilement, cette taille de l'effet, et on vient le passer ici sur l'échelle de Hattie, d'accord, qui nous place d'ailleurs certains enseignements, vous voyez, le cours magistral, etc., enfin des différentes thématiques, et qui est explicite, en tout cas, clairement que là, dans notre cas, avec une taille de l'effet de 1,25, on se retrouve vraiment avec notre apprentissage par chatbot sur quelque chose qui est dénoté dans cette échelle-là comme ayant un effet remarquable. Alors, encore une fois, hein, c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours s'aider d'ingénieurs pédagogiques, parce que quand on le voit comme un enseignant ou comme aussi, je pense que c'est notre formation qui vise aussi l'excellence, la perfection. Hein. On se dit que finalement, passer de 7 à 10, à quoi bon? Mais en fait, en termes d'efficacité pédagogique, ça reste très efficace, même si on pourrait se dire que 10 sur 20, c'est quand même pas fameux. En l'occurrence, ici, l'efficacité pédagogique du dispositif, elle est bien supérieure à beaucoup d'autres modalités pédagogiques décrites dans la littérature. Et puis, de façon intéressante, sur la diapositive suivante, on a également regardé ce qui pouvait expliquer les différences d'engagement. Et une différence très, très marquée, c'est le sexe des étudiants. Bon, je pense que c'est une surprise pour personne, mais en tout cas, quand vous regardez la proportion d'étudiants l'ayant fait complètement entre les femmes et les hommes, sans surprise, les filles étaient, on va dire, plus sérieuses, entre guillemets. Et ça, c'est bien démontré également dans la littérature qu'il y a une crainte et une peur de la mauvaise appréciation, le fameux syndrome de l'imposteur aussi dont parlait Anne tout à l'heure,
et de la peur de la mauvaise note, hein, le syndrome du bon élève, on pourrait dire, qui est bien plus marqué chez les femmes que chez les hommes dans les études supérieures, quelles que soient les études. Et enfin, sur la diapositive suivante, je vous ai mis également l'évaluation de l'efficacité jour par jour, parce qu'en fait, je vous ai montré des résultats qui sommaient les 5 journées. Et en fait, quand vous regardez la différence entre ceux n'ayant pas fait le double, l'ayant fait partiellement, l'ayant fait totalement, si vous regardez par exemple la différence sur le jour 2, bah là, vous voyez que clairement, il y a un résultat avec des résultats qui sont plutôt mauvais au jour 2 pour ceux qui n'ont rien fait et qui sont plutôt bons à très bons, hein, plutôt aux alentours de 15 sur 20, on pourrait dire, en différence. Pourquoi? Parce que ce jour 2, en fait, c'était un thème qui était beaucoup plus complexe, hein, qui portait sur à la fois des maladies plus complexes, comme le syndrome myopathie Disney dont je vous parlais tout à l'heure, mais également des éléments de sémiologie qui sont pas toujours faciles à placer. Donc, j'allais dire que comme n'importe quelle nouveauté ou innovation pédagogique, c'est sûrement plus adapté à certains types de contenus qu'à d'autres. Et là, je pense que la possibilité de mettre de l'image, de la vidéo et de feedback immédiat le rend sans doute beaucoup plus adapté à l'apprentissage de notions complexes plutôt qu'à des monographies qui pourraient se suffire de par cœur. On va avancer vers la fin de la présentation pour vous donner l'évaluation qualitative des étudiants. Donc, on en avait 82% qui nous disaient être motivés pour suivre la formation. Ça, c'est pas forcément retrouvé dans le taux d'engagement, mais bon, c'est une génération qui est paradoxale, c'est comme ça. Ils nous ont en tout cas fait un feedback d'un bon équilibre entre théorie et mise en situation. Ils ont bien apprécié notamment le fait qu'on les questionne sur du diagnostic différentiel avec des vidéos, des photos pour rendre la chose ludique et puis concrète. Et on finissait avec quelque chose qui est assez classique, hein, sur le recommanderiez-vous à un ami? 88% répondaient positivement. Et puis, du coup, je vous ai mis sur la diapositive suivante des choses qui sont toutes récentes, qui sont plutôt les raisons de la motivation. Donc ça, c'est des choses qu'on leur a demandé un petit peu après. Qu'est-ce qui les avait motivés à faire ça? Le format court, le fait que ce soit régulier, un court mais tous les jours sur un court laps de temps leur plaisait bien. Ça leur permettait de rester dans le mood, comme ils disent, hein, de rester dans le thème. Les cas concrets aussi étaient des choses qui leur plaisaient bien. Du coup, cette année, vous le verrez sur la diapositive suivante, j'ai décidé de poursuivre le système, mais par contre, sans vraiment faire deux groupes, j'ai juste laissé la possibilité aux étudiants en volontariat de le faire. Ça, globalement, s'il fallait résumer en une phrase le feedback des étudiants, c'est ça. Une discussion interactive, courte, ludique et bienveillante. Hein. Ludique et bienveillante, c'est quelque chose qui revient souvent et qui permet d'apprendre le cours avec des photos et des cas concrets. Et sur la diapositive suivante, vous allez voir des feedbacks qui sont plus récents, qui datent du coup de la semaine dernière. Hein. Donc, c'est tout frais, tout chaud. Je vous ai mis en gras des choses qui reviennent souvent, abordables, dynamiques, ludiques. La synthèse, c'est une bonne synthèse faite sur les cours, format hyperactif, hyper interactif, le format SMS qui est particulièrement sympathique. On peut le faire depuis chez soi, on peut le faire dans les transports en commun. Donc voilà, ils peuvent intégrer ça dans le moment qui leur paraît le plus pertinent. Donc pour conclure, et ça sera mes dernières diapositives, oui, ici quand même, on ne peut pas négliger aussi les avis négatifs qui n'étaient qu'au nombre de 2. Hein. La difficulté pour les étudiants, l'an dernier, on leur avait fait, en tout cas pour certains étudiants, la possibilité de le suivre pendant une période effectivement qui était leurs vacances. Donc ils estimaient que c'était un temps sacré et que ce dispositif-là n'avait rien à faire là. Et puis pour le temps de réalisation trop long, mais vous voyez que le différentiel était largement en faveur d'avis et de feedback positifs. Donc pour conclure, ce micro-apprentissage par robot conversationnel, pour moi, il présente une efficacité démontrée à court moyen terme. Il resterait à tester son efficacité pour ancrer les connaissances à long terme. Donc là, je vais essayer de suivre cette promotion-là pour voir si à terme, finalement, les choses sont un peu différentes. Un engagement des étudiants qui est quand même somme toute faible. Hein. C'est vrai que pour nous, c'était quand même décevant, même si ça reste supérieur au taux d'engagement constaté par la société Ascovet. Je me demande quand même l'améliorer. Finalement, quand on demande aux étudiants, ils nous ont dit, bah, si on n'a pas de bâton, on se sent pas obligé de le faire. Donc c'est pour ça que je dis que c'est sans doute encore de leur part une approche qui est trop juvénile, j'allais dire, et qu'il faut vraiment se placer dans un concept d'andragogie et pas de pédagogie. Je pense que là-dessus, on a un switch à faire. Un engagement différencié selon le sexe, hein, donc il faut essayer, à défaut de comprendre, en tout cas, de lever les freins des étudiants de sexe masculin à s'engager sur ces innovations, en tout cas être plus engagés, mais globalement une bonne satisfaction des étudiants. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je vous ai mis dans une dernière diapositive des éléments de bibliographie, puis sur la diapositive suivante. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je remercie encore l'ensemble des partenaires du projet et notamment Marion et Marie de la société Ascovet, et puis je serai heureux de répondre à vos questions. Merci Raphaël. Je suis sûr qu'il va y avoir des questions. En ce qui me concerne, c'est vrai que avant de t'écouter, j'aurais eu tendance à penser qu'un étudiant en formation professionnelle telle qu'une profession vétérinaire
et tu es naturellement engagé. Et on sent bien à travers ton expérience que c'est pas si naturel que ça, et c'est probablement variable d'un champ disciplinaire à l'autre, d'un déterminisme à l'autre. Et je pense que comprendre ça et s'y adapter, c'est très, très important. Avez-vous des questions? Il y a des remarques, oui, Valérie? Je pense que donc Valérie Fraîche exprimait beaucoup d'admiration. Je crois que ce qui est remarquable ici, c'est d'avoir un abord un peu scientifique de la pédagogie. C'est-à-dire qu'en pédagogie, il y a souvent des dogmes, les méthodes actives, c'est meilleur que les méthodes passives, etc. Mais à un moment, il faut prouver les choses. Et là, l'expérience, elle a ses limites, mais elle est vraiment très intéressante. Oui, oui, l'idée, c'était vraiment ça. C'était vraiment de pouvoir, et d'ailleurs, c'était un souhait également de la société Ascovet, parce que finalement, quand c'est des chatbots qui ont plutôt des objectifs euh, qui peuvent être faits avec des partenaires commerciaux, privés, on peut se dire, bah, finalement, on mesure ça par des taux de pénétration ou des nombres de ventes, etc. On sait jamais bien exactement quel est l'effet respectif de la méthode ou de la force de vente derrière, etc. Bon, là, on maîtrise un peu mieux tout dans un court laps de temps. Mais je pense vraiment que ça nécessite aussi, nous, de notre part, dans les écoles, un changement. Par exemple, un exemple que je prends souvent, c'est que à une certaine époque, et je pense que c'est peut-être le cas encore aujourd'hui, par exemple, à un examen de microbiologie, un étudiant, il aura autant de points s'il écrit correctement, qu'il orthographie correctement hérésie pédiatrique, Osseopathie. Je pense que ça va faire marrer tout le monde dans l'amphi, que s'il décrit les signes cliniques. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il l'orthographie bien ou qu'il ne le loupe pas cliniquement. Et en fait, tant qu'on accordera autant d'importance au premier qu'au deuxième, les étudiants, ils n'arriveront pas à faire de hiérarchisation. Et donc, du coup, devant le flot énorme de connaissances qui ne fait qu'augmenter, eh ben, en fait, c'est beaucoup plus sécurisant pour eux de revenir au syndrome du bon élève, d'un apprentissage par cœur un peu passif et qui n'est pas engagé, quoi. Donc, je pense que nous aussi, on a besoin un peu de se bousculer dans nos écoles. Oui, oui, et puis adapter vos méthodes pédagogiques à des Tout à objectifs qui fait. sont des objectifs compétences, en fait. Voilà. Exactement, tout à fait, tout à fait. Oui, Gilles. Oui, je confirme que c'est extrêmement intéressant. Ce dont j'ai l'impression aussi, pour avoir eu, il y a déjà longtemps, mais quelques déboires lors de diagnostic de boiterie, je crois que la méthode est particulièrement adaptée au sujet proposé. Ça, c'est vraiment la méthode idéale. Bon, on avait aussi une grosse appétence pour le parasitisme. J'ai le sentiment que ça aurait été bien à mettre en place pour avoir un résultat aussi intéressant que celui-là. J'entends Gilles, je ne suis pas sûr, je ne suis pas si sûr que ça. Je crois que c'est une question qu'il y a toute une partie des étudiants qui vont voir l'intérêt d'un enseignement de parasitologie ou de boiterie, et d'autres moins, et qui par ce genre d'outils qui peuvent sembler artificiels pour certains, vont être, alors on appelle ça engagés. Raphaël a parlé beaucoup d'andragogie, c'est la formation des adultes en fait. Et il faut leur donner un sens pour qu'ils se sentent engagés dans le processus de formation. Raphaël. Oui, complètement. Bah, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en fait, en parasitologie, ça aurait pu tout à fait être appliqué aussi, avec notamment des images pour de la diagnose, etc., ou même des notions de traitement sélectif, de bonne période. Enfin, je pense que ça peut s'adapter finalement. La seule, je veux pas dire difficulté, mais précaution qu'il faut bien prendre, c'est qu'en fait, en ce moment, de par le développement déjà de la profession d'ingénieur pédagogique, il y a quelques années, ça n'existait pas, on peut être tenté effectivement de tester beaucoup de méthodes, donc là, moi le premier d'ailleurs, et en fait, on se rend compte parfois que ça peut être contre-productif avec les étudiants. En fait, si je caricature un peu, les très très bons élèves, très pragmatiques, très organisés, qui hiérarchisent déjà très bien depuis très longtemps, quelles que soient les méthodes qu'on leur offre, en fait, ils vont pas, ça va y aller. Pour les quelques étudiants qui sont quand même pas les plus nombreux, mais qui ont un peu des difficultés, quand on leur offre une trop grande diversité de méthodes pédagogiques, et ben bizarrement, des fois, ça leur crée plus de difficultés parce qu'ils ont du mal à se mettre dans un mode d'apprentissage qui se répète. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment leur apprendre très tôt la diversité qu'on peut leur offrir de méthodes d'apprentissage. Puis, comme disait Dan, en fonction de leur appétence ou en fonction également de leur méthode, ils peuvent choisir. Et par exemple, quelque chose qui me permet d'illustrer ça, c'est qu'en tant qu'expert à 3EV, j'étais faire une visite au Japon au mois d'octobre. Et de façon assez étonnante, là-bas, ils ont pour obligation, les étudiants, enfin, ils peuvent ne suivre que 75% des enseignements qui leur sont destinés. Hein, ils n'ont pas l'obligation d'en suivre 100%, parce qu'en fait, les enseignants
considèrent que parmi l'offre pédagogique qu'ils offrent à leurs étudiants, entre des cours magistraux, certains travaux dirigés, alors certains sont obligatoires mais pas d'autres, mais ils estiment que c'est plutôt à l'étudiant de se connaître et d'aller choisir jusqu'à 75% de ce qui lui convient, en ayant conscience que certains étudiants, c'est inutile de les faire venir à certaines modalités pédagogiques auxquelles ils sont adiabatiques, auxquelles ils sont complètement réfractaires. Et j'ai trouvé l'idée intéressante. Donc, en fait, cette possibilité d'adapter les méthodes pédagogiques, finalement, je ne vais pas dire à la diversité neuronale de nos étudiants, mais c'est un peu ça quand même, me semble un peu intéressant. Ouais. C'est ce qu'on appelle la métacognition, et c'est vrai que mettre tous les étudiants dans le même track, ça peut avoir ses limites. Je vois deux mains levées, Serge Rosolène, puis Jeanne Brugère. Oui, bonjour. Peut-être une question un peu naïve, mais dans l'échantillonnage des étudiants que vous avez testés, est-ce que vous avez aussi tenu compte de leur mode de recrutement? C'est-à-dire, est-ce que les étudiants qui ont été recrutés par Parcoursup, par exemple, ont un taux de réponse plus important que les autres? Puisque si j'en crois la lecture de la presse professionnelle, il semblerait quand même que les étudiants qui ont intégré les écoles par Parcoursup seraient, entre guillemets, moins épuisés que ceux qui sont passés par des classes prépa, et donc peut-être plus sujets à être enclins à suivre ce genre de dispositif de pédagogie, ou bien est-ce que vous n'avez pas du tout recherché cette... En fait, on n'a pas pu le rechercher parce que l'année où je l'ai fait, les étudiants intégrés par Parcoursup n'étaient pas encore en 3e année. Donc, en fait, je n'en avais pas. Après, j'ai pas fait de statistiques sur Nantes, hein, mais moi, j'ai pas cette impression d'un épuisement moindre sur l'une ou l'autre des populations. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est les mêmes qu'on rentre, mais 2 ans avant, hein. Franchement, pour moi, c'est les profils qui sont très similaires. Et la question de Jeanne Brugère maintenant. Je crois que la question dans le chat était de savoir si on faisait des cas cliniques aux étudiants. Alors, la réponse, bien évidemment, est oui. Par contre, pas forcément sous ce format chatbot. On utilise plutôt des possibilités avec des outils, par exemple, comme Geniali ou des choses comme ça qui permettent de la scénarisation un petit peu. Donc, les étudiants, ils ont bien évidemment pour répondre notamment à l'augmentation du nombre d'étudiants. Et puis, voilà, nos hôpitaux sont pas extensibles à l'infini. Donc, oui, nos étudiants, ils ont la possibilité de s'entraîner sur des cas cliniques, on va dire, papier, virtuel, enfin, enrichis en tout cas, mais hors animaux vivants, on va dire, oui. Alors, il y a une dernière question dans la salle. Éric Gaguerre. Oui. Oui, bonjour Raphaël, merci pour cet exposé. C'est plein de voies de recherche c'est vraiment super intéressant. Le fait qu'il y ait une demande particulière en parasitologie, qui était quand même importante, ne remet pas en question complètement l'enseignement de la parasitologie dans la formation initiale dans les écoles vétérinaires. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème, par exemple, de classification? Enfin, je suis étonné qu'il y a autant de demandes en parasitologie. C'est que manifestement, il y a un problème là dans l'enseignement. Oui, alors que la parasitologie c'est important, et comment l'enseigner de façon peut-être un peu différente. Alors, je pense que ça peut venir aussi une des difficultés. Enfin, quelque chose que les étudiants aiment bien, c'est des briques au contour très clair. Ils sont en reproduction, ils sont en médecine, ils sont en parasitologie, ils sont en nutrition, ils sont en chirurgie. À partir du moment où on commence à mettre des frontières qui sont moins étanches, ils ont un peu plus de mal. Et en fait, le choix qu'on a fait à Nantes, parce que ça nous semblait avoir une cohérence, c'était de regrouper dans une même unité d'enseignement les aspects de pathologie médicale des ruminants et de parasitologie des animaux d'élevage, enfin de parasito des ruminants. Parce que quand on fait un diagnostic différentiel face à une diarrhée, par exemple, ça nous paraissait évident de coupler, on va dire, les hypothèses plus médicales et parasitaires, si je le dis comme ça. Et en fait, je pense que du coup, ça peut créer de l'inconfort chez les étudiants parce que du coup, ils savent plus bien où ils sont. Ils savent pas s'ils sont là pour apprendre de la parasitologie et de la médecine. Donc ça, je pense que c'est un des éléments de réponse. Et puis la deuxième chose, je pense, c'est que ça doit nous obliger, et je pense que d'ailleurs, si on l'avait fait, l'exercice dans d'autres disciplines, ça aurait été pareil, à revoir à la baisse nos objectifs d'enseignement pour le tronc commun.
je pense que c'est de ça aussi. C'est qu'en fait, peut-être encore une fois, parce qu'on est formé à l'excellence, etc., en fait, on a des… Par exemple, moi, je vais peut-être finir par ça, mais j'ai une des collègues qui devait passer un collège européen d'une discipline et qui a demandé à un j'allais dire, des sages, des plus vieux enseignants, ben finalement, quels sont tes conseils pour m'y préparer? Il lui dit, bah, déjà, si tu sais répondre à l'ensemble des examens de troisième année, tu pourras avoir 80% des notes de l'examen de spécialiste. Et en fait, je pense que si on fait l'analyse dans nos écoles, c'est encore beaucoup ça pour beaucoup d'enseignants. C'est-à-dire que le niveau visé, il est beaucoup trop haut. Et donc, du coup, nos étudiants, ils ont du mal à hiérarchiser. Et je pense que la parasitologie, c'est une discipline qui peut se prêter à des concepts qui peuvent être euh, euh, très, je peux pas dire très complexes, mais en tout cas qui sont pas simples, qui sont pas noirs et blancs, où il y a tout un dégradé. Et ben je pense que la difficulté pour les étudiants vient de là, quoi, de se dire c'est quoi vraiment que je dois savoir, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est une compétence à J0, enfin les Day One ou plus tard. Donc je pense que oui, ces choses-là, ça doit nous interroger sur les compétences initiales de nos étudiants, ouais, de nos devs, hein, bien sûr. Alors moi, c'est une question très simple en fait, plus générale. Bon, aujourd'hui, les enquêtes sont très concordantes hein, en matière d'enseignement, que ce soit au niveau des collèges, au niveau des lycées. Il y a une baisse du niveau général inquiétante par rapport à celle qu'on avait avant, Oui. il y a quelques décennies. Et ça, c'est net, notamment dans les matières fondamentales, telles que l'orthographe, les calculs, etc. Bon, moi, qui commence à être un ancien quand même dans la profession, je l'ai vécu quand je travaillais en CHV, c'était pourtant des gens d'un haut niveau, a priori. J'étais souvent étonné de leur manque d'orthographe, pas capable de faire un calcul de tête, fallait un portable, etc. Donc, est-ce que c'est une chose que tu observes également au niveau des étudiants vétérinaires? Oui, oui, c'est sûr. Je l'observe, oui, au quotidien. Si on dit aux étudiants, je sais pas moi, 8% de 40, ben, il y en a aucun qui envisage simplement de donner la réponse, hein. Ils vont tous sortir le téléphone. En calcul mental, c'est quelque chose qu'ils ont oublié. L'orthographe pour eux n'est pas important. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'alors qu'il existe plein d'outils très simples pour corriger automatiquement ce qu'ils tapent, ils ne les utilisent pas ou très peu. En fait, ils considèrent que c'est pas très grave, mais en même temps, ça vient de très loin. Bon, mes enfants sont au collège, et si leur copie d'histoire géo est bourrée de fautes, tant qu'ils ont la bonne réponse, c'est bon, parce que le prof d'histoire géo considère qu'il n'est pas prof de français. Donc en fait, c'est cette exigence en fait, hein, qui, je pense, est différente, et ce qui fait que du coup, quand nous on amène la contrainte, in fine, en fait, certains étudiants nous disent vous êtes les premiers pas à nous parler mal, mais à nous dire que ce qu'on fait n'est pas bien. Et en fait, avant, ils l'ont pas forcément entendu, quoi. Donc en fait, oui, oui, le niveau baisse effectivement. Après, par contre, on a des cerveaux qui sont toujours aussi sensibles à la catalyse quand on arrive à trouver la bonne enzyme, quoi.